Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique en infectiologie sur l'infection à streptocoque du groupe A. Tout d'abord, nous allons voir l'énoncé. Il s'agit d'un enfant de 4 ans qui se plaint depuis 5 jours d'un mal de gorge augmenté lors de la déglutition. Ses parents ont remarqué la présence d'adénopathie cervicale douloureuse et de fièvre durant ces derniers jours. Le médecin suspecte une angine à streptocoque du groupe A. Tout d'abord, il y a plusieurs mots-clés à relever dans cet énoncé. Il s'agit d'un enfant âgé de 4 ans. Donc, il présente des adénopathies cervicales douloureuses. On voit qu'il a également un mal de gorge. Il a également un symptôme de fièvre. Cependant, ici, l'énoncé nous oriente déjà vers le diagnostic, car le médecin suspecte une angine à streptocoque du groupe A. Par rapport aux questions, tout d'abord, citer les différents types d'angines, décrire l'agent responsable, quel est l'examen biologique à réaliser si son score de Mac-Isaac est supérieur à 2. Si cet examen s'avère positif, quelle est alors la prise en charge de cet enfant? Et la dernière question, quelles sont les complications possibles de cette affection? Par rapport à la correction, tout d'abord, première question, citer les différents types d'angines. Donc, avant de parler des différents types d'angines, il faut d'abord voir ce que sont des amygdales normales. Tout d'abord, par rapport à la localisation, elles sont situées de part et d'autre de la cavité buccale, juste en arrière des piliers antérieurs du palais. Elles sont symétriques. Un point important à relever est la couleur de ces amygdales. Il faudra qu'elles soient de couleur rosée, c'est-à-dire de la même couleur que la muqueuse intrabuccale. Donc ici, on a une représentation des amygdales normales. Ici, on voit les voiles du palais, la luette au centre, ainsi que les amygdales en arrière. Alors, par rapport aux angines pathologiques, il y en a 4. Il y a tout d'abord l'angine érythémateuse et érythémato-pultacée, la pseudomembraneuse, la vésiculeuse ou l'ulcéro-nécrotique. Tout d'abord, l'angine érythémateuse et érythématopultacée. Donc elles sont soit d'origine virale, dans la majorité des cas, ou d'origine bactérienne, principalement dues au Streptococcus pyogenes. Donc ici, on voit la représentation d'amygdales érythémateuses, on voit qu'elles sont légèrement inflammatoires, on voit qu'elles sont hypertrophiées. Alors, cette atteinte peut atteindre la luette ainsi que le reste du pharynx. Alors, par rapport à l'angine érythématopultacée, on voit la présence d'exsudats blanchâtres ou jaunâtres, le plus souvent qui sont liés aux amygdales. Le deuxième type d'angine, il s'agit de l'angine pseudomembraneuse. Elle est due le plus souvent à l'Epstein-Barr virus ou également au Corynebacterium diphtheriae. Donc ici, sur cette image, on voit que les amygdales sont recouvertes d'une fausse membrane blanchâtre pouvant déborder au niveau des piliers, au niveau du voile et de ses piliers. Nous avons également l'angine vésiculeuse, principalement due à l'entérovirus ou au virus de l'herpès. Ici, on voit des petites vésicules blanchâtres sur fond de muqueuse inflammatoire. Ces vésicules peuvent également se retrouver sur les amygdales et également sur le palais. Par rapport à l'angine ulcéronécrotique, donc il s'agit principalement de l'angine de Vincent ou peuvent être causées également par la syphilis. Alors ici, on voit que l'atteinte est souvent unilatérale. Alors l'ulcération sera profonde avec un fond grisâtre. Par rapport à la deuxième question, décrire l'agent responsable. Donc, comme le médecin l'a évoqué, il s'agit d'un streptocoque de groupe A. Donc, par rapport au streptocoque de groupe A, c'est la famille des streptococcacées du genre Streptococcus. L'espèce est le Streptococcus pyogenes. Le sérogroupe, il s'agit du sérogroupe de groupe A, selon la classification de Lancefield. Pour rappel, ce sont des coques Gram+ disposées en chaînettes. En général, ce sont des grands éléments. Ici, les chaînettes sont composées de 8 à 10 éléments. La bactérie pyogène est strictement humaine. Le réservoir est essentiellement pharyngé, donc ce sont des bactéries capsulées, non sporulées, immobiles, catalase moins, oxydase moins. Par rapport à la culture, elle se fera sur gélose au sang, additionnée d'antibiotiques qui vont rendre le milieu sélectif au Gram positif. L'incubation se fera sur milieu humide, aérobie enrichi en CO2.
L'incubation se fera durant une durée de 24 heures à 37 degrés. Donc ici on voit les deux milieux utilisés, la gélose Columbia ou la gélose Osanque. Par rapport, une fois cette incubation réalisée, on verra des petites colonies grisâtres, comme ici. Alors un point important à relever, c'est qu'on verra la présence d'hémolyse bêta, c'est-à-dire qu'on aura une hémolyse complète autour de ces colonies de streptocoque. Donc ici par exemple on voit l'hémolyse en fait autour de ces colonies. Alors un autre test biochimique à réaliser, ce sont les tests à l'optochine et à la bacitracine. Donc ici on va prendre une gélose Columbia que l'on va séparer en 4 cadrans dans lesquels on met un disque à l'optochine, un disque à la bacitracine. Alors on va faire une incubation 24 heures à 37 degrés en ensemençant des stries de streptocoque. Alors le résultat ici, donc ici on voit qu'on a déposé un disque de bacitracine et on voit que la colonie est sensible à la bacitracine. Par rapport à la troisième question, quel est l'examen biologique à réaliser si son score de Mac-Isaac est supérieur à 2? Alors tout d'abord un petit rappel sur le score de Mac-Isaac. Donc il prend en compte plusieurs critères tels que la fièvre, l'absence de toux, les adénopathies, l'âge. Alors dans notre cas, l'enfant était atteint de fièvre, donc on peut voir qu'on a déjà un premier point. Il présentait des adénopathies cervicales douloureuses, donc on a un deuxième point. Et enfin, son âge était de 4 ans, c'est-à-dire qu'il est compris entre 3 et 15 ans. Donc ici, le score de Mac-Isaac était égal à 3. Ensuite, par rapport à l'interprétation de ce score, donc on a dit que dans notre cas, il était égal à 3. Donc, parmi les explorations complémentaires, on va alors réaliser soit une culture, soit un test rapide. Si l'un de ces deux tests sera positif, on va alors réaliser une antibiothérapie. Donc, par rapport au test à réaliser, donc comme je l'ai dit, c'est soit le diagnostic rapide, soit la culture. Donc dans notre cas, en pratique, le plus souvent, il s'agit du test de diagnostic rapide, également appelé TDR. Donc celui-ci se fera, comme dans le tableau mentionné précédemment, chez tous les enfants dont le score de Mac-Isaac est supérieur ou égal à 2. Donc ce TDR, il s'agit d'un test immunochromatographique dans lequel on fera un écouvillon de la gorge. Il va permettre la mise en évidence du polyomyélite C présent au niveau de la paroi du Streptococcus pyogenes. Ici, il est vraiment très utilisé en pratique, surtout dans les cabinets des médecins de famille ou d'autres médecins généralistes, car le résultat peut être obtenu de manière très rapide, souvent en moins de 5 minutes. Donc ici, par exemple, un exemple de ces tests de diagnostic rapide, c'est le Strep-A Rapid Test, dans lequel, donc voici le contenu. Donc en général, il présente une vingtaine de cassettes de tests. On voyait souvent un flacon compte-gouttes contenant la solution R1, un flacon contenant la solution R2, une vingtaine de tampons stériles, une vingtaine d'abaisse-langues stériles. On a également une vingtaine de petites éprouvettes en plastique et une petite station de travail. Alors par rapport au mode opératoire, donc en 1, il faudra tout d'abord recueillir l'échantillon pharyngé à l'aide de l'écouvillon et de la baisse-langue. En 2, on va alors insérer l'écouvillon dans l'éprouvette et ajouter les deux solutions R1 et R2 au niveau de cette éprouvette. En 3, on va alors mélanger les solutions et laisser l'écouvillon dans l'éprouvette pendant 2 à 5 minutes. On va ensuite retirer cet écouvillon. Alors en 4, on va ensuite appliquer le compte-gouttes sur l'éprouvette et ajouter une goutte dans le puits. On va ensuite attendre 5 minutes avant de pouvoir lire le résultat. Le résultat que l'on obtiendra, donc ici, dans ce résultat négatif, c'est-à-dire qu'aucun antigène de Streptocoque A n'a été détecté, ou bien, une deuxième possibilité, c'est que la concentration est inférieure au seuil de référence. Si cette réaction est positive, ça veut dire qu'il y a la présence d'antigènes Streptocoque du groupe A au niveau de l'échantillon. Quatrième question, si cet examen s'avère positif,
quelle est la prise en charge de cet enfant? Donc en première intention, on donnera tout simplement de l'amoxicilline par voie orale durant une durée de 6 jours. Alors l'amoxicilline, pour rappel, il s'agit de la classe des pénicillines, donc de la famille des bêta-lactamines. Donc le mode d'action, c'est qu'il agit au niveau de la synthèse du peptidoglycane de la membrane bactérienne en l'inhibant. Alors s'il y a une contre-indication à cette bêta-lactamine, on utilisera en deuxième intention les macrolides, tels que l'azithromycine, la josémycine ou la clarithromycine. Ici, ce ne sont pas des antibiotiques bactéricides, mais ce sont des antibiotiques bactériostatiques, c'est-à-dire qu'ils vont inhiber les fonctions bactériennes. Ici, par rapport au mode d'action, il y aura une inhibition de la synthèse protéique par blocage du ribosome ribosomien 50S. Alors, donc ce traitement antibiotique, il est essentiel, car il permet de survenir les complications, de diminuer la durée, de diminuer l'intensité et de raccourcir la durée des symptômes. Il permettra également de diminuer le risque de dissémination à l'entourage. Alors, à ce traitement antibiotique, il faudra toujours associer un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on va associer des antalgiques et des antipyrétiques, typiquement le paracétamol, que l'on retrouve par exemple dans le Perdelan sous forme de sirop. On pourrait également donner des antiseptiques locaux. Une remarque importante à faire, c'est qu'il ne faut jamais donner de corticoïdes ou d'anti-inflammatoires, car ceux-ci peuvent augmenter le risque de complications loco-régionales. En effet, tous les médicaments anti-inflammatoires également diminuent l'immunité au niveau local, ce qui peut amplifier l'infection bactérienne. Par rapport à la prophylaxie, il faudra bien sûr proposer une éviction scolaire. Il faudra également instaurer une surveillance, c'est-à-dire reconsulter le médecin si les symptômes persistent au-delà des 3 jours. Donc, il faut également savoir que si le test de diagnostic rapide était négatif, donc il ne faut pas, dans ce cas-là, prescrire des antibiotiques. Il s'agit peut-être d'une infection virale, donc l'antibiotique n'a pas du tout sa place dans ce traitement. Alors dans ce cas, on utilisera un traitement symptomatique tout seul, c'est-à-dire le paracétamol. Quelles sont les complications possibles de cette affection? Dans la majorité des cas, donc l'évolution sera favorable, 3-4 jours. Cependant, si l'infection n'est pas traitée, il y a un risque de complication, c'est le syndrome post-streptococcique. Donc, ce sont des complications potentiellement graves dans lesquelles on aura des réactions immunologiques qui seront alors liées à une analogie de structure entre la protéine M et certaines protéines du foie. Donc, dans ce syndrome post-streptococcique, on a une multitude de complications, telles que le rhumatisme articulaire aigu, dans lequel on aura alors une réaction immunitaire qui va attaquer les articulations. On aura également la glomérulonéphrite aiguë, dans laquelle on aura également les anticorps du foie qui vont attaquer les parois rénales. On aura également des complications septiques, des érythèmes noueux, ou même d'autres atteintes telles que les méningites, les endocardites ou la scarlatine. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu et également découvrir d'autres cas cliniques. Merci beaucoup.